Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Voix de FB Avocat, le podcast qui vous parlera de sujets divers et variés liés à l'immigration, aux droits des étrangers et de la nationalité française et à bien d'autres sujets juridiques. Je suis maître Fatou Babou, avocate au barreau de Bordeaux. Je suis une passionnée de droits des étrangers et mon objectif est de partager avec vous mes expériences quotidiennes, mes avis et mes conseils. Je vous parle aujourd'hui des relations entre l'Afrique et la France. C'est un sujet qui me concerne personnellement, mais que j'observe tous les jours à travers l'exercice de ma profession et sous différents aspects. Et donc, j'aimerais aborder, et en tout cas donner mon avis sur ce fameux France dégage, qui aujourd'hui est le slogan de plusieurs personnes, de plusieurs leaders, on va dire, qui prônent une rupture des relations entre l'Afrique et la France. Ce sentiment cette idée naît d'un sentiment anti-français qui se propage, pour lequel beaucoup de personnes sont endoctrinées à travers de fausses idées, de fausses descriptions, de fausses réalités. Et donc, j'aimerais donner mon point de vue là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas possible de rompre les relations entre l'Afrique et la France ? Donc, bien entendu, quand je parle de l'Afrique, je parle de l'Afrique coloniale, particulièrement des anciennes colonies françaises. C'est parce qu'il y a un lien historique très, très fort. Un lien historique tellement fort qu'il s'est ancré au sein des populations, qu'il s'est ancré au sein des cultures, de la société, des sociétés africaines, à un tel point qu'une rupture n'est pas possible ou qu'une rupture serait catastrophique. Psychologiquement, moi-même, je suis un pur produit de cette relation car je suis née et j'ai grandi au Sénégal. À 17 ans, je suis venue poursuivre mes études en France. Je vis actuellement là-bas avec mes enfants. Et donc, je suis pleinement concernée, finalement, par cette relation Afrique-France, tant décriée. Culturellement, parce que cela fait partie de la culture des populations africaines d'être, entre parenthèses, français, on va dire, que ce soit Sénégal, Maroc. Nous sommes rattachés à la France. Voilà, je n'ai pas peur de le dire. Il y a cette identité-là, la France fait partie de l'identité africaine et on ne peut pas la nier, premièrement. Deuxièmement, donc cet héritage culturel finalement a entraîné plusieurs conséquences sur les personnes et la vie sociale. En tant qu'avocate en matière d'immigration, que ce soit immigration familiale, professionnelle, immigration d'affaires, et vraiment avec une vision assez large dans tous les pays francophones d'Afrique, on ne peut pas rompre cette relation. Pourquoi ? Parce que des familles sont nées, des unions se sont créées aujourd'hui. On ne peut pas, à toutes les échelles, pour toutes les nationalités, on ne peut pas entrer aujourd'hui dans une famille sans voir une personne, soit française, soit qui vit en France, soit qui est née en France. C'est pas possible. Donc, quels sont concrètement, comment ça se passe ? C'est qu'on a aujourd'hui des familles qui vivent en France, une autre famille qui vit en Afrique, dans n'importe quel pays, qui doit demander un visa pour rendre visite à son autre famille et vice-versa. On a aujourd'hui des unions qui se sont créées, des enfants originaires d'Afrique qui doivent venir originaires d'Afrique qui vivent en France, qui sont nés en France, qui doivent venir en Afrique, qui ont envie de construire quelque chose sur le continent et qui ont besoin d'outils. Donc, sur le point de vue des personnes, des mariages, des naissances, on a un lien intrinsèque et qui ne peut pas être détruit. Et je vais prendre l'exemple du Mali. J'ai suivi, comme tout le monde dans la presse, les tensions entre le Mali et la France.
je me suis dit, il y aurait un très gros problème pour les Maliens présents en France, ce qui n'a pas été le cas. J'ai toujours des clients maliens qui viennent me voir, qui font leur vie comme si de rien n'était finalement. Avec les demandes de titres de séjour, les autorisations de travail, les créations d'entreprises. La seule difficulté justement que j'ai remarquée, c'est au niveau de l'état civil. C'est-à-dire qu'il est un peu plus difficile pour les Maliens d'obtenir un document d'état civil en provenance de leur pays d'origine. Ce qui rend encore plus ridicule finalement cette crise, c'est que peu importe ce que disent les politiques, particulièrement c'est les politiques qui vivent dans les pays d'origine, les personnes, elles, font leur vie. La seule conséquence que j'ai observée sur ces tensions diplomatiques est une conséquence négative sur les démarches, sur la facilité en tout cas des démarches des ressortissants de ces pays-là en France. Donc il faudrait absolument réfléchir avant de prendre des décisions diplomatiques sur les conséquences que ces décisions-là ont sur les ressortissants de ces pays qui vivent en France. Et tout le monde sait que les envois de la diaspora dans les pays d'origine représentent une part importante de l'économie de certains pays. Donc j'ai envie vraiment de dire qu'à toutes ces personnes qui disent France dégage, France dégage, France dégage, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a des conséquences derrière. Deuxièmement, on a aujourd'hui les étudiants de pays africains, comme moi ça a été mon cas, qui, pour avoir une formation de qualité, se rendent en France, ou en tout cas veulent collaborer avec une université française ou autre. C'est donc la France, et on n'y peut rien, c'est un pays qui est développé, qui est beaucoup plus avancé que beaucoup de pays africains, aujourd'hui contribue à la formation des élites africaines. Je prends purement mon cas, je suis née au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal, je suis allée faire mes études, j'ai fait l'université, puis Sciences Po, et j'en suis très fière. Et à l'heure où je vous parle actuellement, je suis à Dakar, plus précisément dans une ville qui s'appelle Touba. Et je suis très fière finalement d'appartenir à ces deux cultures. Et pour rien au monde, je souhaiterais qu'il y ait une rupture ou une diminution, en tout cas, de l'influence, en tout cas, une rupture, en tout cas, des relations diplomatiques particulièrement. Voilà. Donc, formation des élites, ce qui est assez profitable. Je viendrai après sur l'équilibre des relations. Il y a ensuite plusieurs échanges économiques. Aujourd'hui, les entreprises, les gouvernements ont tant à faire, à se disputer, à se chamailler, à ne pas se saluer, à faire des discours hyper, on va dire, sévères les uns vis-à-vis des autres, que ça soit de la France ou de l'Afrique. Les entreprises, elles fonctionnent. Et c'est l'économie qui dirige tout. En quoi cela est important? On a des entreprises africaines aujourd'hui qui collaborent avec des entreprises françaises. On a des entreprises françaises qui collaborent avec des entreprises africaines. Et je ne vous parle pas des grandes multinationales très, très connues qui aujourd'hui sont présentes dans toute l'Afrique. Non, je vous parle de ces nouvelles entreprises qui sont en train de révolutionner le monde et dans tous les secteurs d'activité. Donc, pourquoi ne pas plutôt encourager, mettre en place des mesures qui permettraient la prolifération finalement de ces échanges économiques plutôt que de dire France dégage? Je suis absolument contre cette idée. Et puis enfin, on a les investissements donc des pays développés, les aides et le soutien entre guillemets de ces grandes puissances-là. Mais je suis très limitée par rapport à cela parce que je doute un peu de l'efficacité de toutes ces aides. Eh bien, je vous ai exprimé finalement toutes les raisons qui me font dire qu'il ne faut pas rompre, absolument pas. C'est pas qu'il ne faut pas, c'est qu'on ne peut pas rompre ces relations-là entre l'Afrique et la France. Sauf qu'aujourd'hui, si on a le slogan de France dégage, si on a un sentiment anti-français qui est réel, qui grandit au sein de populations, c'est parce qu'il y a un problème.
Le problème est que, effectivement, depuis la colonisation, il y a une influence de la France sur la gouvernance des pays africains. Il y a eu, en tout cas. C'est réel. Je ne me mettrai pas à citer d'exemples, mais c'est existant. L'influence est là. Voilà. Certains présidents obéissent aux directives de la France. On n'y peut rien. On a également la présence de grandes entreprises très, très, très puissantes qui font la loi et un peu ce qu'elles veulent sur les territoires africains. Bon, ça, c'est indéniable. Et donc, face à finalement, à tous ces constats d'injustice, d'ingérence, ce sentiment est né. Pourquoi? Parce que l'Afrique n'arrive pas à se développer, les populations sont encore assez précaires. C'est vraiment dur finalement de pouvoir évoluer malgré toutes les richesses économiques. Donc certains disent que oui, que l'Afrique est en train d'être pillée. Encore une fois, le même scénario est en train de se répéter. Et alors arrivent de nouvelles puissances. Donc la Russie, les Indiens, les Chinois qui étaient présents depuis très longtemps mais qui sont en train d'accroître leur présence en Afrique, qui finalement ont une casquette de partenaire. C'est vraiment la sensation que j'ai, parce que j'accompagne beaucoup d'entreprises dans ces relations justement commerciales, qui finalement, mon partenaire russe, mon partenaire indien, mon partenaire ceci, mon partenaire cela. Et donc, à travers la population, on se rend compte finalement, il semble, entre guillemets, je prends bien mes pincettes, y avoir une relation équitable entre l'entreprise, en tout cas, ou l'entrepreneur africain et l'entrepreneur autre que français. Et finalement, c'est ce sentiment-là, à travers ces partenariats, finalement, à travers la présence d'autres puissances sur le territoire africain, c'est cela qui, on va dire, engraine encore plus ce sentiment anti-français. Donc oui, il y a besoin d'une réforme. La relation entre l'Afrique et la France ne peut plus être la même. Et je pense n'est même plus la même. Parce qu'aujourd'hui, grâce à Internet, grâce au réseau, grâce finalement à ce village planétaire qui est maintenant un village, on va le dire, parce que tout est diffusé à une vitesse grand V, les cultures des jeunes sont les mêmes, les musiques, toutes les technologies sont accessibles. Finalement, oui, il y a besoin de réformes et je pense que la France est très, très consciente de cela. La France, particulièrement l'Élysée, est assez consciente du besoin finalement de réformation, et ça depuis assez longtemps. Je me suis permise de lire certains rapports parlementaires qui datent de 2007-2014 qui alertaient de la perte d'influence de la France au niveau de certains pays d'Afrique. Et dans ces rapports parlementaires-là, qui sont publics, qui sont disponibles, il prédisait, finalement, de changer la nature des relations. Donc, il y a une prise de conscience, non seulement auprès des peuples africains, alors je dirais pas de leurs dirigeants, ou encore un peu de leurs dirigeants, en tout cas pas tous. Il y a une prise de conscience de l'Élysée, en tout cas de la France, ça c'est sûr. Le président Macron est, selon moi, le président qui a le plus conscience de cela et qui a entamé le plus d'actions. Avec déjà son discours de Ouagadougou en début de mandat, et puis après le sommet France-Afrique et beaucoup d'autres projets qu'il est en train de mener pour changer ses relations. Donc, il est conscient de la nécessité, parce que sinon, ça risque de très, très mal se passer. Et malheureusement, encore une fois, les populations, les entrepreneurs seront victimes. Parce que lorsqu'on prend des projets de loi, lorsqu'on on ratifie des accords internationaux, ces accords-là, in fine, sont appliqués aux personnes physiques, aux entreprises. Donc, c'est assez important. Et donc, aujourd'hui, je dirais que le train est en marche, le train du changement. Et à mon avis, il ne s'arrêtera pas. Parce que d'un côté, on a des populations, une prise de conscience finalement qui, face au rejet
de plusieurs pratiques, voilà, face à la révolte plutôt, de plusieurs pratiques, donc, demande finalement une rupture des relations. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète, hein, parce que des discours sont assez violents quand même sur France dégage, France dégage, France dégage, bref. Et malheureusement, ces leaders-là qui, je pense, ne comprennent absolument pas la nature et les enjeux de ces relations, engrainent les populations. En fait, ils instrumentalisent la détresse, la pauvreté pour engrainer les populations à dire France dégage, ce qui est totalement faux, ce qui est totalement, pour moi, déraisonnable. Donc aujourd'hui, on a un gouvernement français qui est conscient et une population consciente, et je pense que les dirigeants le seront aussi. Donc il y a une nécessité de réforme. Je voudrais dire aussi que la responsabilité de cette situation en France-Afrique ne relève pas uniquement du gouvernement français, mais relève des dirigeants. Des dirigeants qui, aujourd'hui, on va dire, commercialisent et qui ne sont pas assez patriotes, je pense, pour pouvoir céder à la pression, céder à ceci, céder à cela. J'ai toujours dit que je ne vais pas je ne me prononcerai pas parce que je ne connais pas les tenants et les aboutissants des pressions, enfin des enjeux finalement, parce qu'effectivement tout ne se dit pas. Mais je sais juste une chose, qu'il y a certains actes qui sont tellement flagrants, c'est-à-dire actes de favoritisme, que ce soit sur les marchés publics et autres, qu'ils devraient quand même être discutés sur la place publique. Voilà. Donc, ça ne relève pas uniquement de la responsabilité du gouvernement français, parce que même si le gouvernement français, on va dire, entre guillemets, la France plutôt, c'est pas que le gouvernement, c'est les entreprises, met une pression sur les populations africaines, sur les gouvernements africains, les gouvernements peuvent avoir quand même une certaine force de caractère pour dire non. Maintenant, aujourd'hui, on va dire, la roue est en train de tourner. Et beaucoup de richesses. L'Afrique a vraiment débuté maintenant sa course pour la croissance, sa course pour le développement, et ça ne fait aucun doute. Donc pour son rayonnement, à travers plusieurs richesses, les politiques publiques, et puis finalement à travers le concours finalement d'autres nations, d'autres intelligences, le continent est véritablement en train de se développer. Il y a donc une nécessité de rééquilibrer la relation. C'est un rééquilibrage, moi, que je conseille. Un rééquilibrage sur le point de vue politique, d'abord, qu'il n'y ait plus d'ingérence. Mais je pense que pour beaucoup de pays, cette rupture est en train de se faire. Un rééquilibrage, donc, sur le point de vue politique. Sur le point de vue économique, pour que les grandes entreprises françaises aujourd'hui qui dominent finalement le continent, il faut également une mise au point des gouvernements. Donc il faut que les gouvernements mettent en place des outils juridiques, des outils structurels pour pouvoir garantir la mise en concurrence et la valorisation des entreprises locales et même de toutes les entreprises. Parce qu'il faut ne pas oublier une chose, que quelquefois, les pays n'ont pas le savoir-faire pour réaliser certaines, par exemple, infrastructures. Ils n'ont pas le savoir-faire pour réaliser certaines choses. Donc, on a besoin de concours d'autres entreprises étrangères. Sauf qu'il faut un équilibre. Donc là, j'entends parler du rapport, par exemple, de la Cour des comptes au Sénégal, qui relève beaucoup de scandales, finalement, de gestion du ministère de la Santé pendant la période de Covid et d'attribution de marché. Il faudrait que, pour pallier finalement à tout ça, peut-être accroître la transparence, par exemple, dans la passation de marché et par exemple, comme pour le pétrole, même si pour le pétrole, je trouve que c'est assez timide, imposer finalement une participation nationale. Dire par exemple qu'une entreprise ne peut pas
à elle toute seule remporter un marché. Il faut qu'elle soit en partenariat avec une entreprise locale et qu'il y ait un transfert de compétences et de savoir-faire pour que les pays, également que les entreprises puissent se développer. Ça, c'est une. Deuxièmement, il faut développer l'entrepreneuriat et les échanges. Donc, échanges culturels, je l'ai toujours dit, les centres culturels français qui sont présents dans les pays d'Afrique doivent être réformés, doivent être développés au profit de l'entrepreneuriat et des échanges. Je vis vraiment entre les deux continents. Je vis entre la France et l'Afrique. Et tous les jours, avec ma profession, je suis sollicitée par des personnes qui veulent, de part et d'autre, agir dans l'autre, par exemple, des Français qui veulent investir en Afrique et des Africains qui veulent chercher un partenaire français. Et ils n'ont pas d'outils. Par exemple, si je prends l'exemple de Français qui veulent venir en Afrique, ils n'ont pas d'outils d'identification de partenaires, d'identification d'experts et surtout de fiabilité finalement des partenaires commerciaux. Pourquoi ne pas développer ces outils-là? Et d'autre part également, lorsqu'on a une entreprise sénégalaise ou béninoise ou ivoirienne qui veut aller en France, par exemple, en nanotechnologie, je donne un secteur d'activité au hasard, elle ne sait pas où se diriger finalement, vers qui. Pourquoi ne pas créer un portail, vraiment passer par l'entrepreneuriat pour dynamiser les relations et finalement les refaire. À mon avis, ce sera le levier. L'artisanat également. L'artisanat est en train de se développer en Afrique, mais en train d'exploser, je dirais même. Parce que je découvre des choses extraordinaires que je n'aurais pu imaginer. Pourquoi ne pas essayer de créer un pont entre les artisans africains, les artisans français et même d'autres pays? Alors attention, tout ce que je dis, je sais que beaucoup d'associations et d'initiatives privées sont en train de le faire. Mais ce serait quand même bien, pour prouver, on va dire, leur bonne foi, que les gouvernements, que ce soit l'Élysée et d'autres pays, s'y mettent et mettent en place des structures indépendantes pour nourrir finalement ces relations. Et aussi mettre à contribution les particuliers, donc donner une force à la diaspora, donner la voix à la diaspora. Je pensais à créer un conseil de la diaspora qui pourrait donner son avis sur certaines choses. Bien sûr, pas toutes les choses. En matière militaire, j'ai aucune expérience. Je ne me sens absolument pas légitime de parler de stratégie militaire ou d'implantation, non. Tout ce qui est économique, par exemple, pour les visas. Et encore une chose que j'aimerais également dire, c'est que la relation Afrique-France ne peut pas être dissociée de la politique d'immigration de la France. Et cette fois-ci, je vais taper sur la France. Parce que on ne peut pas dire qu'on est en train de réformer les relations d'une part et d'autre part de maltraiter les ressortissants de ces pays-là. Bien sûr, chaque pays est souverain. Et la France est libre de définir ses conditions d'entrée et de séjour en France. Mais par exemple pour l'islam, je pense que c'est tout ça finalement qui nourrit le sentiment anti-français. Pour l'islam, pour certains traitements, enfin en tout cas d'après les médias, l'image qu'on a des médias, c'est une image anti-immigration, vraiment. Et cette image renforce le sentiment anti-français. Donc il faudrait également y travailler. On ne peut pas dissocier les deux. Vraiment, c'était pas possible. La réglementation de l'immigration, c'est pas une chose facile parce qu'on a différentes nationalités, des conventions, des accords de gestion de flux migratoires, d'une nationalité à l'autre, des réalités différentes, économiques, familiales et autres. Certes, ça c'est un autre sujet, mais on ne peut pas dissocier les deux. Ce que je voudrais dire, c'est que je me sens vraiment personnellement concernée, mais personnellement et professionnellement, parce que tous les jours, à travers les relations que j'ai, ce que j'observe, et surtout l'application du droit que je fais tous les jours, je me dis, ce n'est pas possible de rompre cette relation. C'est pas possible de parler de France dégage. Je déjeunais avec une amie, il n'y a pas très longtemps, française, donc au Sénégal, qui me disait que le sentiment anti-français, on le ressent. Et donc, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une prise de conscience quand même des gouvernants pour rompre très rapidement ce sentiment-là, essayer de créer un renouveau dans les relations
et impacter la conscience populaire pour leur dire que oui, il y a eu des erreurs. Effectivement, les erreurs sont très lourdes. Et c'est pas question de nier le passé, non. C'est une question de se tourner vers le futur. Voilà. Merci de votre fidélité. C'était la voix de FB Avocat. À très bientôt pour de nouveaux épisodes. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Instagram /FB Avocat.